Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année universitaire à l'Université Mid-Ocean. Nous allons passer ensemble ce semestre pour effectuer le module intitulé Introduction à la programmation. Donc, pour commencer ce premier chapitre introductif, je me présente, je suis Madame Nusayba Jaffer. Mon parcours professionnel est comme suit. Je suis actuellement enseignante à l'Université Mid-Ocean de Comores et enseignante à l'Université ITIM en Tunisie. Auparavant, j'ai enseigné à l'Institut national des sciences appliquées et de technologie en Tunisie. Aussi, j'ai enseigné à la Faculté des sciences de Bizerte et à l'Institut supérieur des études technologiques de Bizerte en Tunisie. Concernant ma formation académique, je suis docteur en génie électrique avec la spécialité traitement de signal et images. Durant ma thèse, j'ai travaillé sur la reconnaissance du stress et d'agression dans les systèmes de surveillance en utilisant les techniques de l'intelligence artificielle et l'informatique affective. J'ai obtenu avant ma thèse mon diplôme de master en automatique et traitement de signal avec la spécialité traitement de signal. Je suis aussi ingénieur en informatique et avant le cycle d'ingénieur, j'ai suivi mes études préparatoires en mathématiques et physique. Passons maintenant à mes expériences professionnelles. J'ai une bonne expérience de 5 ans dans l'enseignement supérieur ou universitaire, où j'ai enseigné différents modules tels que l'algorithmique et les structures de données, la programmation en langage C, en langage Python, tout ce qui est en relation avec l'intelligence artificielle et le machine learning, les fondements de l'IA, le data mining ou en français, la fouille de données ou l'exploration de données, et soit ou à l'architecture orientée service, les technologies multimédia et la programmation MATLAB, etc. À part l'expérience en enseignement, j'ai encadré plusieurs projets de fin d'année et de fin d'études dans les spécialités génie logiciel et business intelligence et big data. À part mes expériences en enseignement et en encadrement, j'ai occupé d'autres responsabilités, surtout pédagogiques. Par exemple, j'ai suivi l'avancement des classes d'ingénieurs et j'ai participé au processus d'accréditation pour la qualité. Le déroulement de notre module Introduction à la programmation est comme suit. Nous avons 13 semaines en total, y compris 10 semaines de cours. La 12e semaine est pour la révision et la 13e semaine sera pour l'examen final. La durée de chaque cours est de 90 minutes par semaine. Et après chaque cours, on aura une séance de discussion de durée 60 minutes par semaine. De plus, chaque étudiant doit répondre à un quiz composé de 8 questions par semaine. Passons maintenant aux objectifs de notre module, surtout les objectifs généraux. Dans ce module, l'étudiant doit comprendre les différentes structures de données dans le module algorithmique et structure des données. Aussi, l'étudiant doit acquérir les notions de base de la programmation et avoir une connaissance approfondie du langage C. Et surtout, durant les séances, l'étudiant doit être capable d'écrire des programmes et des codes corrects partant par des programmes simples à des programmes plus complexes. Pour les parties du cours, comme nous avons dit avant que nous allons effectuer 10 parties, la première partie consiste à étudier les éléments de base du langage C. Dans cette première partie, l'étudiant doit connaître la structure générale d'un programme en C. Il doit apprendre les notions et les concepts de variables, de constantes et les types de base tels que l'entier, les réels, etc.
Aussi, l'étudiant doit manipuler les fonctions d'entrée ou bien de saisie et de sortie ou bien d'affichage standard. À la fin, l'étudiant doit maîtriser les opérateurs arithmétiques tels que l'addition, la soustraction, etc. et bien évidemment les opérateurs logiques. La deuxième partie sera dédiée aux structures conditionnelles et itératives. Dans cette partie, l'étudiant doit connaître les différentes structures conditionnelles. Quand est-ce qu'on utilise ces structures conditionnelles telles que le if-else en algorithmique, si, sinon, etc. Dans le cas où on a besoin pour faire notre traitement des conditions à vérifier ou non. Donc, de plus, l'étudiant dans cette partie doit appliquer la structure conditionnelle adéquate pour résoudre un problème, puisqu'on a le choix entre différentes structures. De plus, l'étudiant doit connaître les différentes structures itératives. Quand est-ce qu'on utilise les structures itératives? Quand on a des traitements à répéter. Donc aussi l'étudiant doit appliquer la structure itérative la plus optimale pour résoudre un problème. Il doit connaître le bon choix de la structure optimale entre par exemple le for, le while, etc. Dans la troisième partie, nous allons étudier ensemble les tableaux, la structure de données tableau. Dans cette partie, l'étudiant doit apprendre la programmation avec les tableaux à une dimension, c'est-à-dire un vecteur. On doit déclarer le tableau en C, comment on l'utilise et on le manipule, quelles sont les opérations telles que la fusion des tableaux, le tri, etc. Aussi, l'étudiant doit apprendre la programmation avec des tableaux multidimensionnels, tels que les matrices qui sont des tableaux bidimensionnels ou 2D. Dans cette partie, l'étudiant doit écrire des programmes optimisés nécessitant l'utilisation des tableaux. Dans la quatrième partie, nous allons traiter la structure de données chaîne de caractères, qui est un cas particulier de tableau. C'est quoi une chaîne de caractères? On sait. C'est un tableau de chars ou bien de caractères. Donc, l'étudiant dans cette partie doit manipuler les chaînes de caractères comme étant un cas particulier de tableau. Comment on va la déclarer, comment on va la manipuler, quelles sont les différentes opérations possibles pour traiter cette structure. La cinquième partie est dédiée aux enregistrements ou bien structures. Donc, dans cette partie, l'étudiant doit comprendre la notion d'enregistrement ou struct, structure. C'est quoi un enregistrement ou struct, structure? Contrairement aux tableaux qui sont des structures de données dont tous les éléments sont de même type, les enregistrements sont des structures de données dont les éléments peuvent être de types différents et qui appartiennent ou bien se rapportent à la même entité sémantique. Donc, dans cette partie, l'étudiant doit maîtriser la déclaration, comment on déclare struct ou bien structure, et comment on va la manipuler en C. La sixième partie sera dédiée pour les fonctions. Dans cette partie, l'étudiant doit savoir subdiviser un problème bien déterminé à le résoudre en sous-programme ou bien des fonctions et des procédures. L'étudiant dans cette partie doit maîtriser l'implémentation des fonctions en C avec ou sans valeur retournée. On dit fonction contenant des valeurs à retourner et de procédures quand on n'a pas des valeurs à retourner. Pourquoi on utilise les fonctions? Quel est l'intérêt des fonctions ou bien des sous-programmes?
c'est pour faciliter la réutilisation des traitements. Donc, dans cette partie aussi, l'étudiant doit comprendre la différence entre les modes de passage de paramètres. On a deux types ou bien deux modes de passage de paramètres, par valeur et par adresse. Par valeur, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le paramètre transmis n'est jamais affecté par les modifications dans la procédure ou la fonction. On ne récupère pas les résultats. Et le passage par adresse ou par référence, le paramètre transmis dans ce cas peut être modifié et on récupère les résultats. Donc, à la fin, dans cette partie, l'étudiant doit écrire correctement un programme principal en faisant appel aux fonctions déjà écrites et déjà implémentées. Dans ce cas-là, si on utilise les sous-programmes ou les fonctions, le main ou bien le programme principal sera plus simple possible. Dans la 7e partie, on va faire ensemble la récursivité. L'étudiant dans cette partie doit comprendre la notion de récursivité. C'est quoi la récursivité? On parle d'une fonction récursive, c'est-à-dire une fonction qui s'appelle elle-même jusqu'à atteindre une condition d'arrêt bien déterminée. Donc, dans cette partie, l'étudiant peut appliquer la récursivité pour résoudre des problèmes bien déterminés et bien évidemment, il doit apprendre les différents types de la notion de récursivité. La partie 8 sera dédiée au pointeur. L'étudiant doit comprendre la notion de pointeur. C'est quoi tout d'abord un pointeur? C'est une variable spéciale qui peut contenir l'adresse d'une autre variable. Dans cette partie, l'étudiant doit manipuler les pointeurs en utilisant des opérations qui sont de base ou bien élémentaires. Il doit maîtriser l'utilisation des tableaux et des structures avec les pointeurs. Et à la fin, l'étudiant doit apprendre l'allocation dynamique de la mémoire. C'est-à-dire quoi? Une allocation dynamique de la mémoire. Il s'agit de réserver manuellement de l'espace en mémoire pour une variable ou un tableau. La partie 9 sera dédiée pour étudier la structure de données liste chaînée. Dans cette partie, on doit définir le type abstrait de données liste chaînée. Donc, c'est quoi la structure de données liste chaînée? C'est un moyen d'organiser ou bien de stocker une série de données en mémoire. Cela consiste à assembler des structures en les liant entre elles à l'aide de pointeurs. Donc, la notion de pointeur est très importante pour la définition de liste chaînée. Dans cette partie, l'étudiant doit développer des primitives facilitant la manipulation d'une liste, tout en faisant la résolution des problèmes nécessitant l'utilisation des listes chaînées en appliquant l'allocation dynamique de la mémoire. Et dans une autre partie de liste chaînée, l'étudiant doit manipuler d'autres types plus avancés, inspirant des listes chaînées telles que les listes doubles et les listes circulaires. La 10e et la dernière partie de notre cours sera dédiée à la gestion des fichiers. Donc, le langage C offre la possibilité de lire et d'écrire des données dans un fichier. Donc, l'étudiant dans cette partie doit comprendre la notion de fichier texte. Pour pouvoir manipuler un fichier, un programme a besoin d'un certain nombre d'informations, telles que le mode d'accès, etc. Donc, dans cette partie, l'étudiant doit manipuler les fichiers texte à travers des fonctions prédéfinies au standard d'ouverture et de fermeture, de lecture et d'écriture, de recherche, etc.
Dans une autre partie de notre cours, nous passons maintenant à présenter quelques notions et concepts de base pour s'initier à la programmation en général. D'une façon générale, on peut dire que l'objectif premier d'un traitement automatique de l'information consiste à demander à un ordinateur de traiter des informations d'une manière automatique et de présenter les résultats selon une planification qui a été déjà faite. Donc, on a un ordinateur, on lui donne des données ou des informations fournies pour avoir des résultats escomptés ou bien attendus ou bien espérés. Donc, la programmation consiste l'un des moyens d'atteindre cet objectif à l'aide d'un langage bien déterminé, appelé langage de programmation. On doit décrire précisément les étapes que l'ordinateur doit franchir pour obtenir les résultats attendus à partir des données ou bien des informations fournies. En informatique, plusieurs des langages de programmation existent à la manière de langues naturelles telles que le français, l'anglais, l'espagnol, l'arabe, etc. Et ces divers langages permettent de communiquer avec l'ordinateur. Parmi les langages les plus répandus, on trouve Python, le Java et bien évidemment le langage C. Passons maintenant à faire la différenciation entre, ou bien comparer entre un langage naturel vis-à-vis un langage de programmation. Un langage naturel tel que le français, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, etc. On trouve un langage de programmation tel que le langage C, le langage C++, le Java, le Python, le MATLAB, etc. Donc la différence au niveau du vocabulaire. Dans un langage naturel, on trouve beaucoup de mots à connaître et à savoir dans des dictionnaires tels que Larousse, Robert, etc. Pour un langage de programmation, un vocabulaire est très limité ou restreint. On trouve une trentaine de mots dont on comprend vite le sens et qui reviennent à chaque exemple, donc facile à retenir en pratique. Plus qu'on travaille des exercices, plus qu'on code, plus qu'on écrit des programmes, on apprend le vocabulaire d'un langage bien déterminé. Pour la syntaxe maintenant d'un langage naturel, elle est de grande échelle et difficile, beaucoup de règles, beaucoup de verbes, des règles grammaticales, des difficultés, donc au niveau syntaxique et aussi sémantique. Pour un langage de programmation, la syntaxe est petite et de petite dimension et très facile à retenir quelques règles. On trouve des erreurs détectées et localisées par l'ordinateur. On va appliquer ça sur les exercices. On va voir comment on corrige des erreurs de type syntaxique et aussi de type logique. Et ce qui est très important, la syntaxe, on n'a pas besoin d'apprendre par cœur. Il suffit de pratiquer, on apprend la syntaxe facilement. Passons maintenant aux terminologies de base de la programmation, aux concepts et notions basiques pour faire la programmation. L'informatique, la définition de l'informatique, donc c'est la science du traitement de l'information d'une manière automatique à l'aide d'un outil qui s'appelle un ordinateur. Donc, on donne à un ordinateur ou bien à l'aide d'un ordinateur, on écrit des programmes ou on crée des logiciels. Les entrées de ces programmes sont des données et on a besoin donc d'un ordinateur bien évidemment pour avoir des résultats attendus ou espérés. On est encore dans la partie définition. Un ordinateur, c'est quoi? C'est une machine qui effectue des manœuvres ou bien des opérations de l'information d'une manière automatique. Cette automatisation des traitements n'exclut pas l'interactivité ou l'interaction avec l'utilisateur, bien sûr.
Passons à la définition d'un algorithme. Il s'agit d'une suite de raisonnements ou bien d'opérations de calcul qui permettent de trouver, chercher une solution à un problème en un nombre bien déterminé d'étapes. Donc un algorithme, il est rédigé en langage commun ou bien en langage naturel, c'est-à-dire que l'homme peut comprendre un langage très simple. Après, les algorithmes sont traduits en langage de programmation quelconque de manière qu'ils soient exécutables ou réalisables par ordinateur. Donc, un algorithme est indépendant du langage de programmation. On peut programmer n'importe quel algorithme avec un langage bien déterminé, le C, le Java, le Python, etc. On passe à la définition d'un programme. C'est quoi un programme? Il s'agit d'un ensemble d'instructions qui définissent des opérations qui devront être exécutées par un ordinateur pour résoudre un problème bien fini. Le programme est enregistré dans la mémoire centrale. Il commande le déroulement de diverses opérations jusqu'à aboutir à un résultat final. Donc, un programme désigne l'ensemble des instructions et des données qui représentent un algorithme. Donc, quelle est la différence fondamentale entre un algorithme et un programme? Un algorithme, c'est une séquence d'étapes abstraites pour résoudre un problème, tandis qu'un programme est une implémentation spécifique de ces étapes en code informatique. C'est quoi la programmation? On a défini un programme et un algorithme. Maintenant, la programmation. C'est un ensemble des activités orientées vers la conception, la réalisation, le test et la maintenance de programmes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la programmation comprend 4 étapes principales. Premièrement, la conception. Deuxièmement, la réalisation ou bien l'implémentation. Troisièmement, le test. Et quatrièmement, la maintenance. Commençons par la conception. C'est-à-dire quoi la conception? Une fois qu'on a compris les besoins d'un problème bien déterminé, on passe à la conception. Cela implique de déterminer l'architecture logicielle, les structures de données, les algorithmes, etc. Donc, on crée souvent des schémas, des diagrammes ou des maquettes pour planifier la structure d'un programme. Deuxièmement, l'implémentation ou bien le codage ou bien la réalisation. À cette étape, les développeurs commencent à écrire le code source du programme en utilisant un langage de programmation bien déterminé tel que le C, le Java, etc. Ils suivent les spécifications de conception pour créer les fonctionnalités requises. Troisièmement, le test. Le code développé est soumis à une série de tests pour s'assurer qu'il fonctionne correctement. Et à la fin, la maintenance. C'est-à-dire quoi? Une maintenance de programme. Le programme nécessite une maintenance continue pour résoudre des problèmes découverts et pour ajouter de nouvelles fonctionnalités ou bien apporter des modifications ou bien des améliorations. Donc, on continue avec la définition et des notions et concepts de base de la programmation. Il existe plusieurs langages de programmation. Parmi les langages de programmation les plus connus, on trouve par exemple Pascal, qui est un langage excellent pour l'apprentissage de la programmation. En général, au lycée, on apprend avant le langage de programmation. Maintenant, on passe directement au langage Python ou bien aussi le C dans beaucoup de pays. Le Visual Basic aussi, c'est un langage excellent comme le Pascal pour apprendre les bases de la programmation.
Et bien sûr, le C, c'est un langage très utilisé, très connu, langage de programmation donc d'une application universelle et surtout industrielle. On peut l'utiliser dans plusieurs domaines tels que les systèmes embarqués, etc. Donc, le C, c'est un langage compilé. Il y a deux sortes ou bien deux types de langages, les langages compilés et les langages interprétés. Langage compilé comme le C, les langages interprétés comme Java et Python. Quelle est la différence entre un langage compilé et un langage interprété? Un langage compilé, c'est un langage pour lequel le code source écrit par le développeur est transformé en code machine ou bien en code binaire exécutable par un programme appelé compilateur. Un langage interprété, c'est un langage pour lequel le code source écrit par le développeur n'est pas directement traduit en code machine exécutable. Au lieu de cela, le code source est interprété ligne par un programme appelé interpréteur. Donc, le langage C, c'est un langage compilé. Le langage C++, c'est un langage de programmation orienté objet. La syntaxe, c'est comme le C, mais il y a une différence entre le C et le C++. Le C n'est pas orienté objet. Le C++, c'est un langage orienté objet, c'est-à-dire un langage orienté objet. C'est-à-dire, c'est un langage basé sur la notion d'objet. C'est quoi un objet? On appelle l'objet un ensemble de variables et de fonctions. Par exemple, une personne, elle est caractérisée par nom, adresse, etc. Une voiture aussi, c'est un objet caractérisé par couleur, forme, etc. Donc, ce sont des champs, des propriétés ou bien des variables. Et les fonctions, ce sont des opérations qui manipulent ces variables-là. Donc, la programmation orientée objet, c'est un paradigme informatique qui consiste à définir et à faire interagir des objets grâce à différents langages tels que le Java, le C++, le Python. Voilà donc la définition de la programmation orientée objet ou bien un langage orienté objet. Le Java aussi, on a dit, c'est un langage orienté objet et il est interprété, qu'on peut l'apprendre au niveau universitaire. Le C#, c'est un langage orienté objet basé sur C++ et Java. Le Python, c'est le langage le plus utilisé maintenant grâce à sa facilité et sa richesse en termes de modules, de fonctions prédéfinies, etc. Le Python aussi, c'est un langage interprété comme le Java et il est aussi orienté objet comme le Java. On termine par la définition de deux autres notions importantes pour la programmation. Le bit et l'octet. Le bit ou binary digit en anglais, c'est la plus petite unité d'information que l'on peut représenter dans un ordinateur et que celui-ci peut traiter. En général, c'est représenté par 0 ou 1. L'octet ou bien byte en anglais, il groupe de 8 bits dans lequel on peut codifier ou bien stocker un caractère. Unité de mesure de quantité d'information. Chaque octet dispose d'une adresse mémoire, son emplacement en mémoire, comme chaque logement dispose d'une adresse postale. Donc, l'octet, c'est très important parce que chaque type de données a une mesure d'octet en mémoire. Par exemple, le caractère est sur un octet, l'entier est sur 2 octets en C et le réel est sur 4 octets en C. Passons maintenant à un bref historique du langage C. Le langage C a été créé par Denis Ritchie dans le laboratoire Bell Telephone en 1972.
Il a été conçu au début pour développer le système Unix. Et en raison de sa puissance, sa efficacité et ainsi de sa souplesse, le langage C s'est rapidement répandu et utilisé au-delà des laboratoires Bell. Donc les programmeurs ont commencé à l'utiliser pour écrire toutes sortes ou de différents types de programmes et codes. Après, diverses organisations ont utilisé leur propre version du langage C, donc beaucoup de versions ont été créées. Par conséquent, l'implémentation du langage C est devenue un casse-tête pour les programmeurs, puisqu'il y a plusieurs versions. Comme réponse à ce problème, l'American National Standards Institute, ANSI, a formé un comité en 1983 pour établir le C Standards ANSI. Donc le C, à cette date, devient un standard. Maintenant, on va parler de caractéristiques ou bien de points forts du langage C. Pourquoi doit-on utiliser le langage C et non pas un autre langage, par exemple? Parmi les caractéristiques du langage C, on a dit sa souplesse et sa puissance. Donc le langage C est utilisé pour des projets variés, comme dans les systèmes d'exploitation, l'Unix, le Windows, les traitements de texte, les graphiques, les tableurs, les compilateurs pour d'autres langages. Même il y a des langages sont écrits par d'autres avec le langage C. Par exemple, même le Python maintenant, il y a des modules qui sont écrits à l'aide du langage C. Donc, pour voir la puissance du langage C, même que le Python maintenant est très utilisé, le C reste un langage très puissant et performant. Il existe un large choix de compilateurs et d'utilitaires, donc on trouve plusieurs environnements de développement et d'éditeurs. On va parler après de choix de compilateurs ou bien d'éditeurs en langage C. Avec la norme ANSI, le C est devenu un langage portable, c'est-à-dire un langage portable. Un programme C écrit pour un type d'ordinateur IBM peut être compilé pour tourner sur un autre système avec très peu ou aucune modification. La portabilité d'un langage, c'est-à-dire il peut être exécuté sur plusieurs types de systèmes d'exploitation. Par exemple, on peut l'exécuter sur Unix ou bien Windows, ou bien le Mac, etc. Parmi les autres caractéristiques qui rendent le langage C est très important, que le langage C est un langage modulaire, c'est-à-dire on a parlé des fonctions et des procédures dans la partie cours de la programmation. Son code peut et devrait être écrit sous forme de sous-programmes appelés fonctions. Donc si vous passez des informations à ces fonctions, vous obtenez un code réutilisable. On a parlé tout à l'heure de l'importance de fonctions, c'est qu'il facilite la réutilisabilité des traitements. Autre chose qui rend le langage C important, que le C est un langage bien structuré parce qu'il offre plusieurs structures de contrôle et il est aussi typé. Les déclarations sont obligatoires, les déclarations de variables sont obligatoires en C. Pour les IDE en C ou bien les environnements de développement en C, les éditeurs, avec quoi on va coder et programmer nos codes en C. Il existe plusieurs environnements de développement en langage C. On trouve parmi ces environnements les plus connus, les plus utilisés sont le CodeBlocks, par exemple, il est très utilisé. Le NetBeans, le CodeLite, le Turbo C++, le C++ Builder. Donc, dans notre cours, et pour implémenter nos programmes, on peut choisir l'un de ces environnements. Par exemple, moi, je vais choisir le CodeBlocks
Pour vous, les étudiants, donc je recommande le code Blocks, mais ça reste une liberté de choisir l'environnement que vous voulez, mais pour moi, je vais vous montrer après dans les discussions comment on implémente, comment on écrit dans un environnement et dans la partie éditeur, et comment on exécute, par exemple, nos programmes sous code Blocks. Comme une dernière partie de ce chapitre introductif, on va parler de l'importance du langage C. On va résumer les points forts et les caractéristiques du langage C. Donc, comme on a dit, le langage C, c'est un langage compilé. Il compile les instructions données à l'ordinateur. Son langage est proche de la machine, ce qui lui rend très adapté pour développer un programme informatique. Aussi, le langage C est l'un des langages de programmation les plus utilisés, les plus répandus pour développer des programmes qui doivent être rapides ou doivent interagir avec le matériel. La plupart des systèmes d'exploitation tels que Windows, Unix, iOS sont écrits en langage C. Donc, pour résumer, le langage C a été conçu à l'origine comme un langage proche du processeur qui peut être facilement compilé tout en conservant de bonnes performances. Donc, le langage C, il est très puissant, très performant, comme on a dit, pour programmer des codes rapides et surtout utiliser ce langage dans le domaine industriel tel que la conception, le développement des systèmes embarqués. Pour faciliter la programmation en langage C, il faut maîtriser ces caractéristiques qui sont les bases de la programmation, les variables, comment on les déclare, comment on les manipule, tels que les entiers, les réels, etc. Il faut maîtriser les opérateurs arithmétiques et logiques. Il faut maîtriser son côté fonctionnel de lecture et d'écriture, c'est-à-dire de saisie de valeurs et d'affichage de valeurs. Il faut maîtriser les structures conditionnelles et les structures itératives qui sont les boucles, for, while, etc. Il faut bien sûr maîtriser les structures de données telles que les tableaux, les chaînes de caractères et bien sûr il faut bien maîtriser la notion de pointeur qui est une notion très importante en langage C. À la fin, merci pour votre attention et à la prochaine séance, tout en restant à votre disposition pour toutes sortes de questions dans la séance de discussion.